Bonjour, Livia Goletto et moi-même allons vous présenter des réponses aux questions posées par Anke Wegner, donc réponses aux questions qui sont le fruit d'un travail avec Muriel Gérin et Tracy Blore, et plus largement, nous répondons pour l'ensemble du collectif didactique pour enseigner. Tout d'abord, nous tenons à remercier vivement Anke Wegner, pour les questions qu'elle nous adresse, questions que nous avons trouvées particulièrement pertinentes et intéressantes à travailler pour faire avancer notre réflexion en TACD. Alors, en TACD, pour donner un arrière-plan, l'action humaine est vue comme un ensemble de jeux culturels très nombreux, chaque jeu avec son savoir, avec son voir comme, son jeu de langage. On est dans une conception wittgensteinienne du langage. Donc, le langage y est considéré comme étant composé de jeux de langage au sein de pratiques culturelles dans des formes de vie. Selon cette conception du langage, apprendre une langue n'est pas simplement apprendre des mots, mais toute une culture, une grammaire de l'action qui est intégrée dans notre usage du langage. Il en suit que pour apprendre une langue, il faut l'apprendre dans le contexte d'une pratique afin de la découvrir dans sa forme de vie. Ainsi, le travail en didactique des langues en TACD s'intéresse à la construction de milieux sémiotiques afin de développer des pratiques d'enseignement-apprentissage qui rapprochent notre apprentissage du langage dans des jeux culturels en dehors de la salle de classe. Une fois cet arrière-plan brièvement rappelé, nous allons aborder la première question qui nous a été adressée par Anke Wegner, à savoir: l'analyse d'une pratique de classe a-t-elle besoin d'une pratique analogue hors classe pour éclairer la pratique didactique? À cette première question, nous répondons que depuis le point de vue développé en TACD, il est toujours possible de relier une pratique en classe, donc modélisée par des jeux d'apprentissage. Donc, c'est le point numéro 2 sur le modèle qui est projeté. Donc, il est toujours possible de relier une pratique en classe, modélisée par des jeux d'apprentissage, à des pratiques culturelles, donc les points 4 et 5 du modèle, modélisées par donc, un des systèmes de jeux épistémiques élémentaires pour décrire un jeu épistémique. En d'autres termes, le modèle permet de décrire toute situation de didactique ordinaire. Donc, c'est un point de vue, qui est un point de vue grammatical, descriptif. Pour autant, cela ne dit rien pour l'instant, de la question de la norme. Maintenant, toujours pour répondre à cette première question, d'un point de vue normatif, dans le fonctionnement du modèle, ce qui va être essentiel, ça va être la question, de la continuité. Alors, voir ici le point numéro 3, donc de la continuité entre ce qui se passe dans la classe et puis les pratiques ici de référence. Alors maintenant, si l'on revient sur l'étude de cas, très intéressante, proposée par Anke pour développer son questionnement. Donc, pour le redécrire très brièvement, il s'agit d'une situation de classe dans laquelle les élèves sont interrogés, sur des mots, et ils doivent répondre très rapidement dans une forme de quiz avec des cartons en indiquant si ce mot est un verbe, un nom ou un adjectif. Donc, ici, si l'on se pose la question de la capacité épistémique, donc le point numéro 3 dans le modèle, donc à savoir de quoi peuvent se rendre capables les élèves en participant au jeu d'apprentissage du quiz, on peut ici se dire que les élèves peuvent se rendre capables d'une capacité épistémique qui va consister à classer des mots suivant des catégories grammaticales. Alors, ça, on est ici sur quelque chose de descriptif. D'un point de vue normatif, on va pouvoir se demander, dans quelle mesure cette capacité peut être appropriée par des élèves, c'est-à-dire
le point de continuité didactique et dans quelle mesure cette capacité, si des élèves se l'approprient, elle peut être pertinente au regard du jeu épistémique. Donc, c'est le point de continuité épistémique. Ici, je veux dire, enfin, ce que l'on peut se dire à partir de l'étude de cas proposée, c'est qu'il est peu probable que l'ensemble des élèves puissent s'approprier la capacité épistémique de classer des mots en fonction de catégories grammaticales. Autrement dit, je veux dire enfin, que la continuité didactique sera faible. En revanche, si on se pose la question de savoir si cette capacité épistémique est pertinente au regard du jeu épistémique, eh bien, je veux dire, enfin, la première question à se poser est de savoir de quel jeu épistémique parle-t-on. Si on se dit que la norme visée est celle du linguiste, on pourrait se dire alors que cette capacité est particulièrement pertinente et que la continuité épistémique ici serait très forte. Maintenant, en classe de langue, ce n'est pas la norme qui est visée. La norme qui est visée est davantage celle du jeu épistémique du locuteur, en l'occurrence ici du locuteur germanophone. Et là, on peut se dire du coup que la continuité épistémique, je veux dire, enfin, existe, mais serait plus faible. Je veux dire, enfin, en effet, il n'est pas possible de dire enfin, qu'il n'est pas pertinent dans le jeu du locuteur à certains moments de mobiliser une capacité épistémique de catégorisation grammaticale. Par exemple, face à un mot que je ne connais pas, le fait de savoir que ce mot est un verbe peut me permettre de lui prêter, je veux dire, enfin, certaines propriétés. Alors, je veux dire, enfin, pour autant, cette capacité, si elle est mobilisée dans la pratique du locuteur, n'est pas ce qui est essentiel dans la pratique du locuteur. Pour le coup, enfin, le modèle ici va permettre de penser comment trouver des jeux d'apprentissage dans lesquels on va pouvoir inscrire davantage la pratique des élèves dans une parenté épistémique avec la pratique des locuteurs germanophones et, ce faisant, faire entrer les élèves dans la culture. Autrement dit, avec le modèle, on peut ici penser que la question des pratiques de référence, c'est-à-dire des jeux épistémiques, est cruciale. En réponse à la question sur la modélisation des jeux épistémiques, en tant que est-ce qu'il pourrait être lié plus étroitement à la description du savoir, du knowing that et du savoir-faire, le knowing how, nous répondons que la distinction entre le knowing how et le knowing that est effectivement travaillée en TACD, en référence aux travaux de Ryle, et en lien avec la notion de skill, que nous n'allons pas traduire simplement par capacité ou compétence, mais plutôt comme un art de faire. Ces savoir que et comment ne sont pas forcément toujours distingués l'un de l'autre, mais la notion de skill, elle renvoie à l'action intelligemment produite. Alors, intelligemment, c'est-à-dire en usant de la raison pour agir en fonction de possibilités, de potentialités, d'actions estimées d'une situation. Alors, très concrètement, on retrouve ce principe dans les ingénieries coopératives, notamment, qui visent l'élaboration de dispositifs suffisamment denses en savoir, donc knowing how et knowing that, autrement dit, des dispositifs de haute qualité épistémique en référence au modèle qui vient d'être présenté. Donc, l'objectif, c'est effectivement le développement par les élèves de skills. Et le travail mené en TACD, par exemple, sur la notion de jargon, c'est-à-dire de style de pensée, va dans ce sens. Il s'agit, dans les ingénieries coopératives en langue, qui visent des enjeux à la fois linguistiques et épistémiques, de
faire entrer les élèves dans la culture pour progresser en langue. Autre question, qui est celle de savoir s'il est pertinent d'ajouter à la TACD une branche qui serait celle de la TANCD, théorie d'action non conjointe de la didactique, pour modéliser ces situations où les savoirs et les élèves échappent au professeur, ou alors je dis explicite, enfin, de la manière dont ça a été dit, où on se rate en classe et pourquoi. Donc ces situations où l'enseignant ne parvient pas à faire le jeu, jouer le jeu adéquat, en fait, ces idées autour de ces idées d'incompréhension mutuelle sont modélisées en TACD par des notions suivantes, qui sont la notion de changement de jeu, qui correspond au passage d'un jeu de savoir à un autre, celle du glissement de jeu, qui va vers, c'est le moment où on est sur un enjeu de savoir qui va devenir de moins en moins dense au fil des interactions, des échanges, et puis de l'évolution du milieu également. Et puis, on a aussi la notion d'altération du jeu, c'est-à-dire lorsque l'enjeu de savoir disparaît ou lorsque l'élève n'apprend rien, ce qui peut être, par exemple, dans certaines situations et dans certaines conditions, le cas pour le jeu dans l'étude de cas que nous venons de vous exposer sur le quiz. Pour autant, ces situations, elles s'inscrivent elles aussi dans une action conjointe qui est dysphorique, mais qui est conjointement dysphorique. A contrario, il est également intéressant de regarder comment des situations didactiques peuvent déterminer les affects des élèves. Donc, des ingénieries menées dans les domaines artistiques, sportives, où les élèves enquêtent sur le milieu soi, sont peut-être aussi des moyens de répondre à cette question de manière pertinente, puisque la TACD est fondée sur une approche profondément deweynienne, dans son ambition de vouloir renforcer la puissance d'agir de l'élève, afin de construire une école pour la démocratie. Donc, en conclusion, nous pouvons nous interroger, c'est-à-dire en tout cas ouvrir sur l'idée que le modèle, il nous amène à penser quelle est l'essentialisation du locuteur pour penser la pratique. Merci pour votre attention.